Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Si pour la deuxième année consécutive, nous sommes contraints d'examiner une loi spéciale, c'est bien parce que notre pays se trouve dans une situation institutionnelle inédite, l'absence de majorité pour voter une loi de finances. Ce constat ne se veut pas polémique, il est une simple constatation. Il traduit un Parlement fragmenté, mais aussi une responsabilité collective, celle de faire fonctionner l'État malgré nos divisions. Le groupe LUOP, appartenant à une opposition constructive, est profondément attaché au parlementarisme. Nous croyons au compromis et à la capacité des forces politiques raisonnables à trouver des points d'équilibre. Nous l'avons démontré récemment sur la loi de financement de la sécurité sociale, où un accord a pu émerger. Nous ne désespérons pas qu'un tel accord puisse également être trouvé sur la loi de finances. Hélas, à ce stade, cela n'a pas été le cas. Dans ce contexte, la loi spéciale n'est pas un choix politique, mais une nécessité technique pour assurer la continuité des services publics, le paiement des fonctionnaires, le fonctionnement de l'État et de nos collectivités. Nous ne nous en réjouissons pas, mais nous considérons qu'elle est préférable à toute autre solution qui fragiliserait encore davantage notre démocratie parlementaire. Je veux être clair, le recours aux ordonnances en matière budgétaire serait extrêmement dangereux. Ce serait un contournement du Parlement, un précédent grave, un véritable trou noir constitutionnel, puisqu'aucune demande préalable n'est soumise à la représentation nationale, pas plus qu'une loi de ratification. Ce serait le contraire de l'esprit de notre Constitution et une pente inquiétante vers l'autoritarisme et un affaiblissement considérable du rôle du Parlement. Le groupe LUOP s'y opposerait avec plus grande fermeté. Reste l'éventualité du recours à l'article 49.3, que certains appellent de leur vœu. Là encore, ce serait un échec de la démocratie parlementaire. Pour autant, et malgré ces réserves de principe, nous voterons pour cette loi spéciale, parce que notre responsabilité est d'éviter toute paralysie de l'État. Ce vote n'est ni un blanc-seing, ni un renoncement. Il s'accompagne de 4 questions exigeantes, auxquelles nous attendons, Mesdames et Messieurs les ministres, des réponses claires de la part du gouvernement. Les parlementaires, comme nos concitoyens, ont besoin de clarté. Première question essentielle. Si la loi spéciale devait être prolongée jusqu'au 31 décembre 2026, quel serait l'impact exact sur le déficit qui est déjà de 124,4 milliards dans le projet de loi de finances initial pour 2026? Et plus largement, dans cette hypothèse et en tenant compte de l'adoption de la loi de financement de la sécurité sociale, qui, je le rappelle, a augmenté de plus de 6 milliards le déficit de la sécurité sociale, en portant donc les déficits publics de 4,7% du PIB à 4,9%. Et donc la question est la suivante, à quel niveau se situeraient les déficits publics? Ne dépasseraient-ils pas d'ailleurs largement les 5% du PIB? Deuxième question, l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu. Notre groupe a déposé un amendement visant à sécuriser la situation fiscale des ménages modestes, alors que près de 200 000 foyers supplémentaires risquent d'entrer dans l'impôt du seul fait de l'absence d'indexation. Cet amendement a été déclaré irrecevable par la présidence de l'Assemblée nationale. Nous le regrettons profondément. Aucun groupe n'avait l'intention de provoquer un recours au Conseil constitutionnel sur cette question. Au contraire, un consensus est facilement établi sur la nécessité de protéger les contribuables et d'apporter de la clarté. En ce sens, cette décision de la présidence nous paraît regrettable. Troisième question, les 2 prélèvements sur recettes. Nous constatons que le prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales apparaît explicitement dans le texte à l'article 2, mais pas celui au profit de l'Union européenne. Cette asymétrie interroge. Quelle est la cohérence de cette présentation? Au-delà, notre participation au financement de l'Union est un engagement important. C'est la raison pour laquelle nous proposons d'inscrire dans la loi spéciale le niveau de prélèvement correspondant au montant prévu pour 2026. Enfin, un mot sur les capacités d'emprunt visées à l'article 3. Nous avons une difficulté de principe à autoriser l'emprunt sans aucun plafond. Certes, le rapporteur général l'a rappelé en commission des finances, il est complexe de fixer un montant dans le cadre d'une loi spéciale, mais l'absence totale de bornes n'est pas satisfaisante. Et donc, par souci de symétrie et de responsabilité, nous proposons de reprendre les plafonds figurant dans la loi de finances pour 2025. Il s'agit d'un garde-fou minimal conforme à l'esprit de sérieux budgétaire que nous défendons. Pour conclure, le groupe LUOP continuera de pousser avec constance et responsabilité la recherche d'un accord sur le projet de loi de finances. La loi spéciale ne peut être qu'un pis-aller, certainement pas un mode de gouvernance durable. Notre démocratie parlementaire vaut mieux que cela.
et nos concitoyens attendent de nous tous, non pas des postures, mais des solutions. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent à monsieur Emmanuel Morel pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur général. Il faut rassurer les Français qui suivent nos travaux de loin et à qui ne parviennent que des bribes de nos débats chaotiques. Non, la loi spéciale n'est pas un drame, même si certains tentent de le faire croire. Je me souviens l'année dernière, certains membres du gouvernement prédisaient que les 4 cavaliers de l'Apocalypse fondraient sur la France avec leur cortège de misère et de dévastation. Certains présents dans cet hémicycle annonçaient la fin de la carte vitale, l'explosion des déficits, les fonctionnaires sans salaire. Il ne s'est rien passé de tel parce qu'en France, contrairement aux États-Unis, il n'y a pas de shutdown. La continuité de l'État est assurée et c'est tant mieux. La loi spéciale, ça n'est pas un drame. C'est un moment d'attente et de transition que d'autres pays européens utilisent. Certains, d'ailleurs, ne s'en portent pas plus mal. La loi spéciale, ça n'est pas un drame. C'est le résultat d'une situation où un gouvernement minoritaire, encouragé par un président déconnecté, s'obstine à vouloir poursuivre une politique qui a été sanctionnée à plusieurs reprises dans les urnes et qui, de surcroît, ne produit pas de résultats en matière de dette et de déficit. Au groupe de GDR, nous considérons que l'ampleur du déficit trouve sa source dans un désarmement budgétaire et fiscal qui n'est plus adapté aux nécessités de notre temps. Je remarque que la poursuite à tout prix et quoi qu'il en coûte de la politique de l'offre a privé la France de plusieurs dizaines de milliards de recettes budgétaires qui expliquent le niveau préoccupant de notre déficit structurel. Je remarque aussi que la catastrophe qui avait été prédite par ceux qui rejettent toute contribution des plus riches à l'effort commun ne s'est pas produite. La surtaxe d'impôt sur les sociétés, la contribution différentielle sur les hauts revenus que nous avions votée l'année dernière n'a pas eu d'effet récessif sur la conjoncture, quoi qu'en dise le patronat et singulièrement le MEDEF, et je pense qu'on ne dira jamais assez la responsabilité immense du MEDEF et de son président dans le blocage actuel. Dans cette période de dérive de nos comptes publics, maintenir, voire aggraver le privilège fiscal des détenteurs du capital, ce n'est pas seulement laisser prospérer une injustice fondamentale, c'est aussi commettre une grave erreur de gestion. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé au Sénat. La droite sénatoriale qui s'enorgueillit à longueur de temps d'être une sorte de parangon de rigueur et de sagesse budgétaire et qui ne manque jamais de donner des leçons à l'Assemblée nationale, nous a renvoyé un budget avec un déficit qui dérape à 5,3% parce qu'elle a obstinément refusé de taxer les plus riches et les grandes entreprises qui pourtant ont bénéficié de la politique macroniste depuis tant d'années. Et donc en janvier, hélas, nous devrons repartir de cette mauvaise copie. Et je le dis au gouvernement, mais qui le sait, s'il n'y a pas de grandes corrections, et pas seulement des inflexions, alors il n'y aura aucun chemin de compromis possible. Pour nous, il est indispensable, je dis bien indispensable, de rétablir les finances dans la justice fiscale. Il est indispensable d'intégrer au budget des dispositions nouvelles sur les revenus financiers, sur les superdividendes, les rachats d'actions, les transactions boursières, les plus grands patrimoines qui sont aujourd'hui exonérés d'impôts grâce à la magie des holdings. Mais il est tout aussi indispensable de rallumer le moteur de la demande intérieure, dont l'atonie est notre problème économique le plus grave et qui pèse lourdement sur nos finances publiques, comme en témoignent les très mauvaises rentrées de TVA, qui sont encore une fois en dessous des prévisions pour la 3e année consécutive. Et c'est aussi pour cette raison que la foi inconsidérée dans la baisse des dépenses ne nous mènera à rien, qu'elle soit faite au moyen d'un Rimbaud ou d'une tronçonneuse. La réduction de crédits budgétaires n'a qu'un seul effet, c'est de dégrader les services publics et d'asphyxier nos entreprises
qui dépendent de la commande publique. La loi spéciale n'est pas un drame. En revanche, ce qui est dramatique dans ce pays, c'est la pauvreté qui a encore progressé cette année. Ce qui est dramatique dans ce pays, c'est que 40% des Français sont contraints de s'endetter pour payer des cadeaux de Noël. Ce qui est dramatique dans ce pays, c'est l'état des services publics dans certains départements, c'est l'état du logement, c'est les salaires en berne. Alors oui, nous voterons cette loi spéciale, mais nous resterons vigilants, exigeants pour trouver un budget à la hauteur des urgences en France. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent à monsieur Michelet pour le groupe UDR. Madame la Présidente, Madame, Monsieur les ministres, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur général, Mesdames, Messieurs les députés, à la veille de la fête de Noël, les Français attendaient un budget. Ils découvrent aujourd'hui que la crèche est vide. Depuis des semaines, vous promettez la stabilité, le sérieux, la responsabilité et au matin de Noël, le sapin est là, mais il n'y a rien en dessous. Quel mauvais conte de Noël vous racontez aujourd'hui aux Français. Ceux-ci ont l'amère impression d'une mauvaise pièce, répétée en coulisses par des forces que tout oppose. Ce que vous nous présentez aujourd'hui, ce n'est pas un budget, c'est une loi spéciale. La deuxième en 2 ans, le service minimum de l'État, le cadeau acheté en catastrophe à la dernière minute parce que la fête n'a pas été préparée. Et surtout, une dramatique mise en scène de votre impuissance. Scénario écrit d'avance d'un non-budget. Tant de malice déployée durant des semaines pour en arriver là. Pour en arriver à un mauvais téléfilm de Noël coproduit avec les socialistes et notamment avec Monsieur Hollande. Encore une fois, cette année, pas de cadeau au pied du sapin. Comme prévu, vous échouez à faire voter un budget. Tout ce récit n'est pas une surprise, c'est un drame. Drame d'abord par le coût exorbitant. La politique de l'offre a été balayée. Les records de dette et de fiscalité sur les ménages et les entreprises ont été explosés. Et malgré tous vos renoncements, malgré tous vos reniements, vous êtes toujours prisonnier d'une même impasse. L'impasse dans laquelle vous avez conduit la France. Alors dès lors, les Français sont légitimement inquiets et médusés. Cette loi spéciale que le groupe de l'Union des droites pour la République votera, bien évidemment, est en vérité le fruit direct de la dissolution et des alliances faites au second tour des législatives. La conséquence directe des désistements réciproques de la France insoumise aux républicains qui ont confisqué la volonté populaire, empêché toute majorité et préféré jeter la France dans le chaos plutôt que de confier le gouvernement au premier parti de France, c'est-à-dire au Rassemblement national et à ses alliés. Hier, vous étiez capables, tous ensemble, de vous faire la courte échelle pour conserver vos sièges. Mais aujourd'hui, vous êtes incapables de faire voter un budget. Ce chaos est le fruit de votre obstination. Votre obstination à croire qu'à coup de marchandage, à coup d'arrière-cuisine, vous pourriez reconstituer l'improbable alliance du « en même temps ». Tout cela dans un seul et unique but, éviter l'inévitable retour aux urnes, fuir le verdict du peuple. Car oui, les Français vous sanctionneront parce qu'ils connaissent votre bilan. Votre bilan, c'est une dette record de 3 482 milliards d'euros. Ce sont 1 245 milliards d'euros de dette en plus en 8 ans, 117% du PIB. Sous Emmanuel Macron, la dette a augmenté, plus que durant les 57 années qui ont directement suivi la Seconde Guerre mondiale. Nos taux d'intérêt sont désormais supérieurs à ceux de l'Italie, qui, quant à elle, a ramené son déficit sous la barre des 3% grâce à Giorgia Meloni. En France, les prélèvements obligatoires sont les plus élevés au monde. Le pouvoir d'achat des Français est en berne. Le chômage est parmi les plus élevés d'Europe. Voilà le bilan du macronisme. Voilà le funeste héritage de ces bientôt 9 ans de politique macroniste. Voilà l'abîme dans lequel vous avez placé la France, notamment au lendemain des élections législatives de 2024. Alors oui, il faudra un budget. Et on peut se demander quel est le pire des scénarios. Ne pas avoir de budget ou disposer d'un budget des horreurs économiques et fiscales
écrit et produit par le gouvernement avec messieurs Faure et monsieur Hollande, avec la participation également de monsieur Wauquiez. En vérité, ce dont la France a besoin, ce n'est pas de n'importe quel budget, mais d'un budget de combat. Un budget qui réduise la dépense publique inutile, qui baisse les prélèvements obligatoires, qui libère l'économie de ses freins technocratiques et normatifs pour restaurer la compétitivité et la croissance. Alors nous le savons, à la rentrée de janvier, le dernier acte de cette mauvaise pièce sera joué sous la dictée des socialistes. Le gouvernement nous présentera la facture du renoncement et la hausse massive de la fiscalité, mais soyez-en assurés, vous nous trouverez toujours sur votre route pour défendre les Français. D'ici là, le groupe de l'Union des droites pour la République vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de Noël, en espérant que cette année soit oubliée et mise derrière nous le plus vite possible. Madame le ministre, Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les députés, joyeux Noël. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent à monsieur Jean-Philippe Tanguy pour le Rassemblement national. Madame la présidente, Madame la ministre, Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le rapporteur général, chers collègues. La présidente Marine Le Pen ayant proclamé la trêve de Noël et étant, contrairement aux apparences, un gentil garçon très sage, je vais m'astreindre à respecter et à tenter de m'inspirer des belles valeurs qui font notre civilisation chrétienne et française. En cette période de doute, j'aimerais croire au miracle de Noël. Mais finalement, j'y crois encore un peu, Madame la ministre. J'y crois encore un peu. Peut-être trouverez-vous un peu de charité, en commençant par vous-même, pour comprendre à quel point le budget que vous proposez et le budget que vous allez imposer aux Français fait du mal à notre pays. J'aimerais vraiment vous faire comprendre, ou en tout cas partager le désarroi, je dois dire, qui m'habite parfois quand nous vous écoutons et quand nous voyons surtout les résultats que vous avez contre notre pays. Ce n'est pas une critique qui vient du Rassemblement national. Nous lisons vos propres documents budgétaires. Quand nous voyons qu'entre ce que vous avez promis aux Françaises et aux Français et le résultat de la dette, il y a un écart de 270 milliards d'euros, Madame la ministre. Ce n'est pas une attaque du Rassemblement national, c'est votre résultat. Quand nous voyons que les impôts continuent d'augmenter, contrairement à toutes vos promesses, et que parallèlement, le déficit lui-même augmente, ce n'est pas une attaque du Rassemblement national, c'est votre bilan. Et je dois dire que les années passent, les mois passent en tant que député de la République et avec mon groupe, parfois nous devons confesser que nous ne comprenons pas ce qui vous anime. Je ne comprends pas ce qui vous anime. Je ne comprends pas comment vous ne pouvez pas voir ce que tout le monde voit, à savoir votre incapacité totale à baisser les dépenses et à toujours vous réfugier dans cette solution de facilité, toujours plus d'impôts, toujours plus de déficit et toujours plus de cette vanité qui consiste à croire que vous êtes les seuls à pouvoir gouverner quand vous avez tout échoué. Cette deuxième valeur, la deuxième valeur, c'est le pardon. Faudra-t-il pardonner? C'est les Françaises et les Français qui décideront par leur vote qui doit être pardonné, qui doit être condamné. Et faudra-t-il notamment pardonner aux LR leur lâcheté? Cette lâcheté qui consiste systématiquement et uniquement pour sauver leur siège à accepter toutes les hausses d'impôts du Parti socialiste. Toutes les hausses d'impôts du Parti socialiste. Faudra-t-il pardonner encore aux socialistes de trahir toutes leurs promesses électorales faites avec leurs alliés de LFI, toutes leurs promesses électorales pour garder uniquement leur seule préoccupation, votre siège? Ici, nous ne faisons que passer. Nous sommes seulement au service des Françaises et aux Français. Et je suis désolé de vous le dire, en cette veille de Noël, que vous ne faites que servir vos propres intérêts. Il n'y a aucun intérêt national à ce que vous continuez à occuper des sièges que vous servez aussi mal. Ce n'est pas une attaque du Rassemblement national, c'est le bilan que toutes les Françaises et tous les Français voient devant eux. La troisième valeur, c'est la meilleure pour la fin, elle va vous déplaire évidemment, c'est l'espérance. Et nous sommes encore dans l'espérance de l'arrivée au pouvoir du camp national. Pas parce que c'est le camp seulement de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, pas seulement parce que c'est le camp
que nous avons l'honneur de représenter, mais parce que c'est le camp, excusez-nous, de l'amour de la France. Nous y croyons, nous avons la volonté de le respecter et nous avons la conviction de l'affirmer. Nous résistons à tous vos mensonges, nous résistons à toute votre propagande et ce qui nous réchauffe le cœur au terme de cette année, c'est que dans les sondages, sur le terrain, eh bien les Français nous font confiance, ils savent et ils croient que nous aimons la France. Nous l'aimons pleinement, nous l'aimons entièrement, que nous soyons athées, que nous soyons croyants, que nous soyons agnostiques, nous croyons tous dans les belles valeurs de la France et c'est pour cela que je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent à monsieur Paul Midi pour le groupe Ensemble pour la République. Merci, merci Madame la Présidente, merci Madame les ministres, merci Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur Général. Je serai rapide et j'ai 3 messages simples à vous partager. Premier message, il faut donner un budget à la France le plus rapidement possible. Deuxième message, il faut donc adopter cette loi spéciale aujourd'hui et faire aboutir le travail de compromis. Troisième message, jusqu'au bout de ce travail, nous continuerons avec les collègues Ensemble pour la République et avec notre président Gabriel Attal à soutenir la croissance par le travail, par un travail plus productif grâce à l'innovation, grâce à nos entrepreneurs, grâce à toutes les Françaises et à tous les Français qui travaillent. Il faut donner à la France un budget le plus rapidement possible car nous connaissons le coût de l'instabilité et le coût du manque de visibilité. Il se chiffre en dizaines de milliards d'euros et en milliers d'emplois. Il faut adopter la loi spéciale que nous étudions aujourd'hui, non pas comme un budget, mais comme un trait d'union entre le budget 2025 et le budget 2026 qu'il nous faudra adopter rapidement. Jusqu'au bout de ce travail budgétaire, nous continuerons à soutenir la croissance par le travail. Il faut soutenir ceux qui travaillent pour une raison simple. Dans notre pays, l'argent ne tombe pas du ciel, il ne se trouve pas en grattant le sol et en trouvant du pétrole ou du gaz. Notre richesse, elle vient du travail de tous nos compatriotes et de notre capacité à rendre ce travail plus productif, le plus productif possible, grâce à l'innovation. Avant-hier, grâce à la mécanisation de l'agriculture, hier, grâce à l'industrialisation, aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies et à l'intelligence artificielle. Plus de travail et un travail plus productif, c'est la seule voie pour enrichir la France et les Français, pour pouvoir se payer la meilleure défense face aux menaces actuelles, se payer la meilleure santé au monde, se payer la meilleure éducation ou encore investir pour rendre notre économie verte ou zéro carbone. On ne sauvera donc pas notre pays en décourageant ceux qui travaillent et ceux qui innovent, en arrêtant de soutenir les apprentis, en compliquant la vie de nos micro-entrepreneurs, en mettant des bâtons dans les roues de nos entrepreneurs et encore moins en assommant d'impôts ceux qui travaillent. Jusqu'au bout de ce travail budgétaire, nous continuerons à soutenir la croissance grâce à nos entreprises petites et grandes. Nous repousserons donc les 34 milliards d'euros d'impôts sur nos entreprises françaises, ces horreurs qui ont été votées par le Rassemblement national, la main dans la main avec la France soumise, pour écraser nos entreprises et pour écraser nos emplois. Monsieur Tanguy, vous disiez à l'instant que nous avions accepté des hausses d'impôts des socialistes. Mais les plus grosses hausses d'impôts que nous avons refusées, ce sont les vôtres. Ce sont ces 34 milliards d'euros d'impôts pour écraser nos entreprises. Chers collègues, il y a malheureusement une chose qui ne changera pas en 2026, malgré tous les vœux que vous pourrez faire au 31 décembre, c'est que le programme du Rassemblement national, il restera un programme économiquement d'extrême gauche comme celui de la France insoumise. Un programme qui n'est pas seulement anti-étranger, mais qui est aussi anti-entreprise, donc anti-emploi, anti-croissance et donc anti-augmentation des salaires et donc anti-français. Nous serons toujours aux côtés de nos entreprises, de nos micro-entreprises, de nos TPE, de nos PME, de nos ETI, de nos grandes entreprises et de tous leurs salariés, et nous le serons encore plus en 2026.
Jusqu'au bout de ce travail budgétaire, nous continuerons à soutenir la croissance par l'innovation et par la recherche. Nous continuerons à soutenir nos chercheurs et nos chercheuses en respectant la loi de programmation de la recherche à 100%, à soutenir nos entrepreneurs et nos entrepreneuses qui innovent en préservant le crédit impôt recherche, le crédit impôt innovation et le dispositif Jeunes entreprises innovantes. Et nous continuerons à soutenir nos industriels et nos usines du futur en préservant le plan France 2030. Jusqu'au bout de ce travail budgétaire, nous continuerons à soutenir le redressement nécessaire des finances publiques par la réduction de la dépense publique et en tenant nos engagements sur le déficit public. Pour tout cela, un accord sur le budget est nécessaire, il est demandé par nos concitoyens et il est possible. Nous ne cesserons jamais de lutter contre tous les défaitismes, contre tous les oiseaux de malheur. Et parce que c'est possible et que nous devons le faire, nous le ferons. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent à madame Mathilde Feld pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente, Madame, Monsieur les ministres, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je veux d'abord dire que si nous en sommes là, c'est totalement et entièrement la responsabilité du gouvernement et en premier lieu celle du chef de l'État. Si votre budget a été rejeté aussi sèchement par l'Assemblée nationale, si la commission mixte paritaire a échoué, c'est parce que vous avez bloqué les débats et déstabilisé dangereusement le pays par la confiscation du résultat des législatives de 2024. Vous avez piétiné le suffrage des Françaises et des Français qui appelaient clairement à changer de politique en se mobilisant de façon spectaculaire pour cette dissolution improvisée. M. Macron a empêché toute action politique cohérente en nommant par 4 fois un Premier ministre issu des groupes politiques les plus rejetés par les Français. Depuis 8 ans, pour garder le pouvoir coûte que coûte, M. Macron a fait valser 178 ministres et secrétaires d'État, un record sous la Ve République qui vient tristement en rejoindre d'autres. 8 ans que nous constatons l'échec cuisant de votre politique de l'offre dans des proportions abyssales et extrêmement inquiétantes. Je ne citerai que 3 chiffres pour illustrer mon propos, car la liste serait trop longue. Le premier, 3 482 milliards d'euros de dette publique, nouveau sommet à 117,4% du PIB, un record hors temps de guerre ou de pandémie. Le second, c'est celui de la pauvreté, annoncé le 8 juillet 2025 par l'Observatoire des inégalités. Ce sont désormais plus de 15% de notre population, avec une surreprésentation des agriculteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté, avec moins de 1 290 € par mois. Puis un troisième chiffre. Depuis 2017, le nombre de millionnaires en France est passé de 2 à 2,9 millions, faisant de la France la championne du monde des millionnaires, titre le magazine Challenge le 10 juillet 2025, 2 jours après le chiffre de la pauvreté. De 2019 à 2024, la fortune des milliardaires français a augmenté de 13 millions d'euros par jour. Ces chiffres sont le reflet emblématique de l'indifférence totale du chef de l'État pour le peuple qu'il est censé représenter, qui préfère balayer la taxe Zuckman avec le soutien de la droite et de l'extrême droite pour garantir un paradis fiscal aux ultra-riches pendant que les classes moyennes et populaires essayent de survivre. Je laisse de côté la gestion désastreuse de notre politique industrielle, la casse de notre système de protection sociale, la privatisation des services publics, l'inexistence criminelle d'une quelconque planification écologique, l'appropriation du programme de l'extrême droite que ce président avait pourtant promis de faire disparaître, et le plus grave sans doute pour le pays des droits de l'homme, le non-respect des décisions de la Cour pénale internationale qui nous rend complices de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide. Tout ce que je viens d'énoncer est inscrit dans votre PLF, car contrairement à ce que vous vous plaisez à répéter, il n'y a pas de sujet uniquement technique. Vos chiffres ont des effets très concrets dans la vie quotidienne des Français, qui se traduisent par des familles à la rue, par une santé mentale qui se délite, encore une priorité totalement oubliée, comme la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Où sont les 2 milliards réclamés par les associations? La grande cause du quinquennat a fait long feu, couronnée par le mépris obscène et vulgaire de la Première Dame.
Vous comprendrez donc aisément à quel point pour nous cette loi spéciale n'est ni une bonne nouvelle ni une catastrophe. Elle permet à la France d'avoir un peu de stabilité, essentielle à la situation sociale, économique et internationale. Bien sûr, nous regarderons avec attention quelle utilisation vous allez faire des décrets de dépenses pour lesquels la loi organique vous laisse une grande latitude d'interprétation. Il faudra par exemple nous expliquer pourquoi vous pouvez engager des politiques publiques non engagées en 2025, comme le financement des vaccins et les indemnités d'abattage face à la dermatose, mesures indispensables que nous appuyons à 100%, alors que vous annoncez geler les crédits de MaPrimeRénov', pourtant engagés en 2025 et qui sont vitaux pour la filière du bâtiment. Il ne faudrait pas que l'application discrétionnaire de ces décrets devienne un chantage au budget pour tordre le bras au Parlement. L'argument de l'impossible défiscalisation des indemnités d'abattage pour les éleveurs que vous brandissez est un premier exemple de manipulation, puisque les déclarations fiscales se font en juillet et je pense que nous avons collectivement la volonté de voter un budget avant cette échéance. Il est essentiel de nous laisser du temps pour amender ce nouveau projet de loi, aggravé dans sa violence par le Sénat. Nous le ferons comme toujours dans une recherche de justice fiscale qui seule peut nous permettre de financer une véritable planification de transition écologique et de reconstruction sociale et économique. Pour conclure, nous ne pouvons ni approuver ni réprouver cette loi spéciale. Nous nous abstiendrons donc. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à présent Monsieur Philippe Brun pour le groupe socialiste. Madame la Présidente, Madame et Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur Général, mes chers collègues. Nous sommes réunis aujourd'hui en ce 23 décembre, à la veille de Noël, ici réunis par la volonté d'un homme. Cet homme n'est pas député, il ne s'est pas depuis longtemps présenté devant le suffrage universel. Cet homme, c'est Bruno Retailleau, qui, préférant les intérêts politiciens à l'intérêt national, a décidé de manière tout à fait stupéfiante d'empêcher le moindre compromis avec l'Assemblée nationale, alors que les Français, eux, attendaient de nous que nous puissions nous entendre sur un budget avant la fin de l'année. Quel étrange comportement, en effet, que celui de ce Sénat conservateur, agrippé à ses propres privilèges, incapable de livrer une copie suivant les règles de déficit que lui-même promeut, incapable aussi de montrer les économies qu'il est capable de dégager, incapable enfin de donner à la France un niveau de recettes suffisant dans sa copie finale. Nous voilà donc contraints, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, à faire passer cette loi spéciale qui est un expédient. Loi spéciale d'ailleurs qui a le dur désir de durer, pour reprendre le mot de Paul Éluard. Car en effet, rien dans notre loi organique relative aux lois de finances ne permet un tel expédient. Normalement, elle aurait dû être déposée avant le 19 décembre. Normalement, la loi spéciale n'est pas un outil s'il n'y a pas de compromis, mais qui doit seulement être activé lorsque un consensus, lorsque une annulation a été prononcée par le Conseil constitutionnel ou lorsque, pour des circonstances exceptionnelles, l'Assemblée nationale n'a pas pu se prononcer. Mais comme le disait Simone de Beauvoir, ce qu'il y a de plus scandaleux dans le scandale, c'est qu'on s'y habitue. Et donc désormais, nous allons de loi spéciale en loi spéciale, finalement constater l'impossibilité d'un Parlement introuvable à s'entendre et à trouver des compromis. Doit-on pour autant demeurer aussi pessimiste? Il y a eu, je le crois, dans cette Assemblée, un bel exercice parlementaire qui a été rendu possible par la demande des socialistes de renoncer à l'usage de l'article 49 alinéa 3. Grâce à ce travail parlementaire, nous avons obtenu un certain nombre de concessions sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale et nous nous retrouvons donc cette année dans une situation bien différente de celle de l'an dernier où aucun des budgets n'avait été adopté et cette année nous avons un PLFSS adopté majoritairement et sans brutalisation du Parlement. Désormais, mesdames et messieurs les ministres, nous devons nous mettre autour de la table pour travailler dans les meilleurs délais et obtenir un budget pour nos collectivités locales, pour l'État, pour toutes les entreprises et associations qui attendent de nous des crédits budgétaires absolument essentiels.
Permettez-moi d'attirer votre attention, Monsieur le ministre, Madame la ministre, sur les conséquences de cette loi spéciale, et notamment celles que vous voudrez bien ajouter à celles prévues par loi organique. Nous avons eu l'occasion d'en parler hier, Madame la ministre. Vous faites une interprétation extrêmement extensive de l'article 45 de la loi organique. Et nous ne saurions accepter de négocier, de discuter avec vous avec un pistolet sur la tempe ou dans une situation où, de manière tout à fait irresponsable, vous priveriez les services publics des crédits dont ils ont besoin. 70% de gel de crédit en début d'année, aucun investissement permis, aucune subvention permise, aucun marché public permis, aucun recrutement permis non plus. Ce n'est pas ce que dit l'article 45 de la LOLF qui permet ces dépenses exceptionnelles pour l'intérêt national. Et notamment, je tiens à vous dire ma grande inquiétude de vous avoir entendu dire hier en commission des finances que vous ne procéderez pas non plus à l'achat de munitions supplémentaires pour nos armées, et ce, malgré le contexte international. Et je pense aujourd'hui aux adversaires de la France qui nous regardent et qui voient que la ministre des Comptes publics ne s'engage pas à tout faire pour débloquer les crédits, pour protéger nos frontières, pour protéger notre indépendance nationale. Et je le regrette alors que la loi organique le permet. Nous devons donc trouver la voie maintenant d'un compromis. Quel est-il ? Il s'est trouvé dans cette Assemblée une majorité pour décharger les classes populaires et les classes moyennes. Les socialistes n'accepteront aucune mise en cause des classes populaires et des classes moyennes dans le prochain budget. Pas plus que nous n'accepterons toute année blanche, et notamment nous défendrons le pouvoir d'achat par la revalorisation de la prime d'activité. Il s'est aussi trouvé une majorité pour davantage d'éléments de justice fiscale et nous battrons afin de doter notre budget de 10 milliards supplémentaires, le rétablissement de l'impôt sur la fortune qui a été fait par le Sénat, le rétablissement de la surtaxe de l'impôt sur les sociétés, le rétablissement de la taxe holding supprimée par les sénateurs. Madame la ministre, Monsieur le ministre, devant cette Assemblée, le président Paul Reynaud en 1940 eut cette phrase. Cette phrase est la suivante. Si l'on me disait que seul un miracle pouvait sauver la France, alors je crois au miracle, puisque je crois en la France. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent à monsieur Nicolas Ray pour le groupe Droite républicaine. Merci Madame la Présidente. Madame et Monsieur les ministres, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur général, chers collègues. Alors je ne vais pas vous parler de Noël, de la crèche ou de l'espérance. Ce n'est ni l'heure ni le lieu. Je vais préférer me concentrer sur la loi spéciale que nous étudions cet après-midi et sur notre situation budgétaire. Pour la deuxième année consécutive, nous nous retrouvons sans budget voté avant la fin de l'année et avec une loi spéciale à voter en urgence un 23 décembre. Malgré l'engagement et le travail de notre rapporteur général, que je veux saluer, Philippe Juvin, malgré aussi l'esprit constructif des députés de la droite républicaine, nous n'avons pu trouver une voie de passage pour doter notre pays d'un budget responsable et crédible d'ici la fin de l'année. Nous regrettons bien sûr cette situation qui est inconfortable et qui fait prendre du retard à notre pays. Si elle ne doit pas être dramatisée, outre mesure, cette loi spéciale emporte en effet un certain nombre de contraintes. Contraintes pour nos armées, dont les crédits devaient augmenter de 6,7 milliards pour mieux nous protéger. Contraintes pour nos forces de sécurité et nos services judiciaires, dont le recrutement de 3 800 postes sera reporté. Contraintes pour les ménages et pour le secteur du bâtiment, puisque les dossiers de PrimeRénov' vont être retardés. Contraintes pour nos agriculteurs, notamment nos éleveurs, durement touchés par la DNC, qui attendent des aides et des indemnisations. Contraintes enfin pour nos collectivités, dont les dotations d'investissement sont suspendues. Vous le savez, cette loi spéciale n'est qu'une procédure transitoire pour assurer le fonctionnement courant de l'État, le temps que nous adoptions un budget en bonne et due forme. C'est pourquoi, dès les premiers jours de janvier, nous souhaitons que l'Assemblée nationale reprenne l'examen du projet de loi de finances en seconde lecture. Elle le fera à partir, vous le savez, du texte modifié voté par le Sénat, mais dans un contexte différent, et notamment pour deux raisons. Tout d'abord, nous ne pourrons plus introduire de mesures fiscales nouvelles en raison de la règle de l'entonnoir, et ce n'est pas pour nous déplaire.
Cela évitera notamment à nos compatriotes les 34 milliards d'impôts et de taxes supplémentaires qui avaient été votés en première lecture par une alliance improbable entre le Rassemblement national et LFI. Par ailleurs, en raison du principe de non-rétroactivité fiscale, plusieurs hausses d'impôts prévues dans le texte du gouvernement, notamment la réforme de l'abattement de 10% sur les pensions de retraite, que nous avions d'ailleurs convaincu, ne pourront pas s'appliquer non plus. Et là encore, ce n'est pas pour nous déplaire. Au cours de cette nouvelle lecture qui arrivera en janvier, notre groupe continuera donc de défendre sa ligne claire, des économies et aucune hausse d'impôts, avec un seul objectif, réduire nos déficits. En effet, dans notre pays, qui détient le record de prélèvements obligatoires de l'OCDE, nous considérons que l'effort de réduction du déficit doit reposer uniquement sur la baisse des dépenses. Notre groupe se mobilisera donc pour faire confirmer les avancées que nous avons défendues en première lecture en faveur de la France qui travaille, en faveur de nos entreprises. Je pense à l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu pour toutes les tranches. Je pense à la défiscalisation des pourboires. Je pense enfin à la suppression de la taxe plastique, de la hausse du malus automobile ou de la hausse de la taxe sur les activités polluantes. Tout montre donc que l'équation budgétaire que nous aurons à résoudre devra passer par un effort accru de réduction de nos dépenses. Notre groupe a fait de nombreuses propositions en la matière. Sur le train de vie de l'État, par la réduction ou la suppression d'agences et d'opérateurs. Sur la réduction des dépenses d'assistanat, avec l'allocation unique plafonnée à 70% du SMIC. Ou encore la réduction des dépenses d'immigration. En tant que rapporteur de la mission santé, nous avions déposé aussi des amendements pour réduire et réformer l'AME avec des amendements de bon sens, notamment issus, en reprenant les propositions du rapport Stefanini-Evin, des amendements qui malheureusement ont été tous rejetés en commission, mais nous les redéposerons. L'objectif, en tout cas, de réduction de notre déficit sous les 5% ne peut être abandonné. Derrière ce chiffre, c'est notre capacité à instaurer une vraie trajectoire de désendettement et garantir la crédibilité de notre pays. Chaque groupe, début janvier, devra donc faire preuve de responsabilité lors de cette nouvelle lecture. C'est en tout cas dans cet esprit que les députés de la droite républicaine voteront bien sûr sans réserve cette loi spéciale, mais surtout se mobiliseront dès les premiers jours de janvier pour donner rapidement un budget juste et responsable à la France. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent à madame Christine Arrigui pour le groupe écologiste et social. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, Madame et Monsieur les ministres, nous examinons aujourd'hui un texte présenté comme un acte de continuité. En réalité, il est d'abord le constat d'un échec politique majeur, échec à faire adopter un projet de loi de finances dans les délais prévus par l'article 47 de la Constitution. La loi spéciale que vous nous soumettez aujourd'hui n'est ni un budget, ni un compromis démocratique. Elle est une procédure d'urgence strictement encadrée par la Constitution et par la loi organique relative aux lois de finances. Elle n'a qu'un objet, éviter la paralysie de l'État. Sur les recettes, nos désaccords avec le gouvernement sont profonds et très concrets. Depuis le début de la discussion budgétaire, le gouvernement a refusé d'ouvrir un débat sérieux sur la justice fiscale, les recettes nouvelles, alors même que chacun reconnaît la nécessité de redresser durablement nos finances publiques. Premier exemple, les mesures environnementales telles que le maintien par le bloc gouvernemental de l'avantage fiscal applicable aux agrocarburants, les mal nommés biocarburants, que sont le B100 et le 85. Le soutien à ces carburants répondait à 3 objectifs. Réduire les émissions de transport routier, promouvoir les énergies renouvelables et renforcer la souveraineté énergétique. Les analyses les plus récentes contestent désormais l'intérêt réel du B100 pour atteindre ces objectifs et encore davantage le chemin qui nous a conduits à la loi Duplomb et l'acétamipride au profit du groupe Avril. Désaccord aussi sur la mise en œuvre de la redevance PFAS prévue au 1er janvier 2027 par le Sénat, qui constitue un recul par rapport à la version votée dans cet hémicycle, qui prévoit une entrée en vigueur de cette redevance dès 2026. Deuxième exemple, la fiscalité du patrimoine financier et des grandes entreprises.
Nos débats nourris sur la taxe Duckman, sur le pacte Dutreil, sur la taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales ont mis en lumière des désaccords profonds sur la fiscalité des holdings. L'édulcoration de cette dernière taxe par le Sénat, au terme de la navette, a constitué un recul significatif au regard de l'objectif de justice fiscale que nous portions. De la même manière, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises ou du secteur maritime, pourtant conçue comme des mesures de solidarité face aux rentes conjoncturelles, a cristallisé nos désaccords tant sur la définition de leur périmètre que sur leur programmation sur l'exercice 2026. Ces choix traduisent un refus persistant de mobiliser équitablement les capacités contributives là où elles sont pourtant les plus élevées. Troisième exemple, le contrôle fiscal. Alors que chacun connaît le rendement potentiel de la lutte contre la fraude et l'optimisation fiscale agressive, le gouvernement continue de sous-dimensionner les moyens humains et juridiques alloués à cette mission régalienne. Ce choix pèse directement sur les contribuables de bonne foi et mine le consentement à l'impôt. Voilà brièvement quelques axes forts de nos désaccords sur la politique gouvernementale, des désaccords de fond assumés et argumentés. S'agissant des dépenses, les conséquences concrètes de la loi spéciale sont tout aussi préoccupantes. Le gouvernement défend une interprétation très restrictive de la notion de service voté, limitant leur ouverture aux seules dépenses de fonctionnement courant et aux engagements déjà contractualisés. Vous prétendez que c'est par respect du Parlement que vous avez fait ce choix. Mais que je sache, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, une loi spéciale est une loi budgétaire et le Parlement l'amende, la vote ou non. Votre choix est donc délibéré pour mettre la représentation nationale sous tension et les Français avec. Ce sont les territoires et le tissu associatif qui paient immédiatement le prix de votre interprétation restrictive. Les dotations d'investissement des collectivités ne seront ouvertes que pour des projets déjà engagés, reportant des projets de rénovation énergétique et d'équipement public. Dans le même temps, des milliers d'associations assurant des missions essentielles de cohésion sociale et de solidarité se retrouvent mises sous tension immédiate. Il faut donc le dire avec clarté. Si nous débattons aujourd'hui d'une loi spéciale, ce n'est pas par choix, c'est par défaut. Par défaut de majorité, de méthode et surtout par défaut de stabilité politique. Alors nous le disons solennellement, la loi spéciale n'est pas une politique budgétaire et le vote pour ce texte n'est ni un soutien politique, ni un blanc-seing et encore moins un ralliement. C'est un acte de responsabilité républicaine pour garantir la continuité de la vie nationale et éviter les collectivités, les associations, les agriculteurs, les fonctionnaires et les plus vulnérables ne subissent au 1er janvier les conséquences d'une crise politique qu'ils n'ont pas provoquée. Mais que les choses soient claires en annonçant d'ores et déjà que la version très dégradée issue du Sénat servira de base à la reprise de nos travaux en janvier, alors même que le délai constitutionnel de 70 jours est expiré, vous faites un choix qui instrumentalise nos règles budgétaires. Ce choix contredit frontalement vos appels répétés au compromis. Ce n'est pas un dialogue que vous organisez, c'est une mise en scène que les Françaises et les Français identifient parfaitement. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à présent Monsieur Raphaël Schellenberger. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur Général, chers collègues. En Alsace, on aurait pu dire « Attendre les cigognes ne suffit pas à accueillir un bébé ». Vous la voulez en alsacien ? Storkavor talang net ferapupala empfanga. Bien, c'est dommage, ce dicton n'existe pas. Il n'existe pas et pourtant, il aurait été bien utile à décrire la situation dans laquelle nous sommes et la tentation à laquelle nous sommes en train de succomber. Une tentation confortable, une tentation lâche, celle de la paresse, celle de l'atrophie intellectuelle de notre Parlement. À force de répétition, à force d'urgence permanente, à force de procédures devenues réflexes, nous nous installons dans une forme d'accoutumance qui agit comme un anesthésiant. Et l'on finit par ne plus sentir ce que l'on perd. Ce texte spécial ne devrait être vu par personne comme un soulagement. Et pourtant, dans nos couloirs, c'est ce ouf qui ressort, qu'on entend.
Pire encore, nous entendons des parlementaires eux-mêmes réclamer le retour au recours du 49.3. Là où nous voulions tous être responsables et respectés dans notre fonction de législateur, voilà que certains en viennent à réclamer le retour de l'usage de cet article constitutionnel, pourtant il y a encore peu tellement décrié. L'engagement de la responsabilité du gouvernement sur le texte budgétaire est désormais réclamé comme un outil de confort pour les parlementaires, en quelque sorte un outil de déresponsabilisation. Comme si l'impuissance devenait un mode de fonctionnement assumé, comme si le Parlement se résignait à sa propre immaturité. Ce glissement est grave. Il ne dit pas seulement quelque chose des textes que nous étudions, il dit quelque chose de nous. Et cela est encore plus grave lorsque j'entends que le soulagement du recours à la loi spéciale se répand. Avec lui s'installe la demande vicieuse de revenir sur la doctrine de l'usage de cette loi spéciale posée l'an passé par le gouvernement Barnier. Il faudrait desserrer l'étau, permettre d'engager des nouveaux programmes, par exemple. Et oui, rendez-vous compte, sous l'empire de la loi spéciale, il n'est même pas possible de lancer des grands programmes de défense, par exemple. Cela devrait être possible pour le bien de la nation et les enjeux stratégiques. Pour le bien de quelle nation, vous dirais-je? Celle dont les représentants élus auraient eux-mêmes abandonné leur rôle. Le rôle du Parlement est pourtant central dans l'organisation des moyens de l'État grâce au budget. Et si le cadre d'exécution de la loi spéciale venait à être assoupli par rapport à l'an passé, cela signerait définitivement le glissement de la paresse à la lâcheté. Quand nous renonçons au débat, quand nous renonçons à l'effort de compromis, quand nous renonçons à confronter nos désaccords, comment pourrons-nous ensuite demander à nos concitoyens les efforts considérables qui seront pourtant nécessaires à redresser la France? Il n'y a qu'un seul chemin pour le redressement économique de notre nation et le rétablissement financier de l'État. Réduire la dépense publique, faire des choix, certains drastiques, afin d'arrêter d'asphyxier celles et ceux qui osent prendre des risques, ceux qui prennent des vrais risques. Il nous faudra donc, dès le mois de janvier et dès les prochains jours, travailler sur la question des dépenses. Ce texte, mes chers collègues, est donc un constat d'échec. Mais il ne doit pas devenir le choix de l'abandon. Nous avons encore le devoir de dire que la continuité de l'État ne peut pas servir de prétexte à l'affaiblissement du travail du Parlement, que l'urgence ne peut pas devenir la norme et que la facilité procédurale n'est jamais une politique. Redresser la France demandera du courage budgétaire, du courage politique, du courage démocratique. Ce courage commence ici, aujourd'hui, par le refus de la résignation, par le refus de l'automaticité, par le refus de l'effacement du Parlement. Ce vote est un acte d'échec, oui, mais il ne doit pas acter notre renoncement. Merci beaucoup, monsieur le député. Madame la ministre. Oui, merci Madame la Présidente. Je voulais revenir sur quelques éléments qui ont été évoqués pendant les différentes prises de parole. Bon, d'abord, peut-être, Monsieur le Président Coquerel, on peut avoir des désaccords politiques, mais penser que l'absence de budget est un succès me semble une vision que beaucoup de nos compatriotes ne partagent pas, et on peut être en désaccord avec son contenu, mais plutôt trouver que c'est un échec collectif de n'avoir pas réussi, au fond, à travailler dans les temps. Monsieur le député Tanguy, je crois qu'il n'est plus avec nous, malheureusement. Il va revenir, j'en suis certaine. Monsieur Tanguy nous disait qu'il y avait avant tout l'amour de la France et que la bonne nouvelle, c'est que les sondages donnaient votre parti, le Rassemblement national, gagnant. Je tiens juste à dire que si les élections avaient eu lieu depuis que vous nous les demandiez, donc depuis le 25 août dernier, la chose qui est certaine, c'est que ce soir, nous n'aurions effectivement pas de budget, parce que des élections, c'est bien ce qui empêche de travailler dans un Parlement. S'il y a une dissolution, il n'y a plus de parlementaires. S'il n'y a plus de parlementaires, il n'y a plus de budget. Et s'il n'y a plus de budget, la loi spéciale se serait passée. Je voulais juste rappeler à monsieur Tanguy une déclaration de monsieur Bardella en décembre 2024, qui, je m'en souviens très bien, avait fait une petite vidéo
en disant voilà, chers Français, on vous a fait un cadeau. On a censuré M. Barnier et on a la loi spéciale. Et puis il s'est trouvé que quelques semaines plus tard, vers le milieu du mois de janvier, cette vidéo a été largement mise de côté parce que les Français se sont rendus compte que la loi spéciale n'avait rien de miraculeux, que finalement ce n'était pas vraiment une solution et que finalement, vous voyez, les agriculteurs, les entrepreneurs, bref, les Français avaient besoin d'un budget. Donc je voulais rappeler à M. Tanguy qu'il faut toujours faire attention quand on promet aux Français des bonnes nouvelles par l'absence de budget. En général, ça ne fonctionne pas et je pense qu'il fallait ici juste rappeler ce qui compte pour les Français, ce qui compte pour les agriculteurs, ce qui compte pour les chefs d'entreprise, c'est que nous leur donnions un cadre. Et là aussi, se réjouir de la situation dans laquelle nous sommes, je pense, n'est pas une bonne idée. Je voulais finir avec 2 éléments. Madame Feld, vous demandez au fond pourquoi on pourrait prendre en charge tout ce qui a trait à la dermatose en loi spéciale et pourquoi on ne pourrait pas faire de même pour ma prime rénov'. Pour un élément simple, la continuité de l'État, elle s'entend évidemment avec tous les enjeux de sécurité à la fois sanitaire pour les hommes et femmes que nous sommes, mais également de sécurité sanitaire au sens vétérinaire. Nous ne pouvons pas observer une épidémie se répandre et dire voilà, la loi spéciale nous empêche d'agir. Au contraire, l'article 45 dit bien que les urgences doivent être gérées. Ma prime rénov', je le redis, tous les dossiers qui ont été déposés et qui ont été validés feront l'objet d'un paiement, comme l'an dernier. Et en revanche, comme l'an dernier, nous ne pouvons pas ouvrir un guichet sans connaître l'enveloppe totale, pas que celle que le gouvernement souhaite, mais celle que le Parlement souverain définira. Et je pense que c'est là des éléments qui sont compréhensibles. Enfin, monsieur le député Brun, vous avez cité... oui, je vous vois bien, monsieur Brun. Vous avez cité une citation de 1940. Alors 1940, moi, ça m'évoque autre chose. C'est L'étrange défaite de Marc Bloch, qui nous rappelle que quand les élites ne croient plus ni ne cherchent le sursaut, en général, il y a devant nous de grands périls. Et je pense précisément que le plus grand péril serait qu'il y ait une forme de fatalisme qui s'installe et que les élites économiques, parlementaires, politiques considèrent qu'au fond, nous n'avons plus à chercher le sursaut collectif, nous n'avons plus à faire preuve de responsabilité collective et que nous n'avons qu'à attendre que quelque chose se produise. Je pense que le miracle, à mon avis, il dépend de nous tous ici, et c'est bien plutôt comme ça que j'imagine travailler pour que le sursaut ait lieu. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le Président de la Commission des Finances. Oui, il faut savoir clore un débat d'abord. Des fois, je n'avais pas envie de reprendre la parole, mais vous dites des choses, Madame la Ministre, qui ne sont pas acceptables. Enfin, en tout cas, que moi, je ne trouve pas acceptables. Vous dites, on ne peut pas se réjouir de ne pas avoir de budget. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit votre budget. Parce qu'il faut que vous entendiez qu'une opposition peut estimer que votre budget était mauvais et qu'effectivement, il vaut mieux pas de budget à partir du moment où il est mauvais qu'à tout prix être capable de l'accepter. La deuxième chose, c'est que vous reparlez de la loi spéciale et vous faites la comparaison sur en gros ce que vous estimeriez nécessaire de dépenser et d'autres dépenses qui ne seraient pas nécessaires. C'est ce que j'entends sur la différence avec la dermatose et l'isolation thermique. Alors déjà, pour vous dire une chose, c'est qu'il y a des gens dans cette Assemblée qui estiment que la question environnementale et climatique est absolument essentielle et d'une urgence tellement absolue que oui, ça vaut le coup de faire en sorte que les crédits votés l'an dernier en 2025 soient reproduits cette année comme la loi vous y autorise, contrairement à ce que vous dites. Et vous avez répondu à M. Tanguy sur une chose en parlant des agriculteurs et du fait que l'an dernier, quand la loi spéciale a été adoptée, eh bien, quelque part, elle était problématique pour les agriculteurs, pour les entreprises. Mais c'est justement la version drastique et réductrice de la loi spéciale qui a rendu ça. Et ça montre bien, quelque part, que vous utilisez cette version réduite de la loi spéciale pour exercer une pression afin qu'on accepte n'importe quel budget plutôt que la loi spéciale. Et en ça, ça marque notre désaccord. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Commission. Donc, j'appelle maintenant les articles du projet de loi. À l'article 1, j'ai 2 inscrits, Monsieur Turquois et Monsieur Tanguy. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'examen de ce projet de loi spéciale n'est pas anodin. Ne pas avoir de budget et devoir fonctionner par défaut a des conséquences très concrètes, notamment pour le monde agricole. L'article 1 permet la reconduction des prélèvements obligatoires et l'ouverture des crédits pour les services votés.
C'est dans ce cadre contraint que vous serez amenée, Madame la Ministre, à agir. Or, les inquiétudes des agriculteurs sont immenses. La crise agricole est profonde et quotidienne dans nos territoires. Les incertitudes liées au Mercosur, les annonces chinoises sur les taxes visant la viande porcine et les produits laitiers, les tensions sur l'accès à l'eau, la fiscalité sur les intrants et bien sûr la lutte contre la DNC, vous venez d'en parler, avec des abattages qui sont toujours des drames personnels pour les éleveurs. Face à ces situations, des réponses concrètes sont attendues. Prévention, vaccination, indemnisation rapide et juste. Nous avions notamment pris des engagements clairs dans le projet de loi de finances sur l'exonération fiscale des indemnités d'abattage. D'autre part, sur la viticulture, elle traverse aussi une crise grave et des mesures de soutien proposées dans le budget étaient attendues. Donc je le dis clairement, s'opposer au budget et ensuite se présenter comme défenseur de l'agriculture, c'est jouer avec la détresse de nos agriculteurs. Madame la Ministre, la question est simple. Que permettra réellement la loi spéciale pour le monde agricole et que ne permettra-t-elle pas? Qu'en est-il du crédit d'impôt pour l'agriculture biologique, de la mécanisation, de l'épargne de précaution, des dispositifs de transmission, de sécurisation des stocks? Nos agriculteurs attendent des réponses claires, rapides et concrètes. Nous leur devons de la visibilité et des moyens pour continuer à produire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous indique que sur l'article 1, je suis saisie d'une demande de scrutin public que je vais annoncer dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur Tanguy. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre Montchalin, vous nous avez répondu avec des propos étranges. Je ne suis pas sûr qu'on les ait tous compris. Alors je vais essayer de clarifier notre position, celle de Jordan Bardella d'ailleurs au passage. On ne se réjouit pas d'une loi spéciale, on se réjouit de faire notre devoir de premier parti d'opposition, à savoir limiter les effets nocifs de votre politique sur les Françaises et les Français. Donc l'année dernière, c'est vrai, grâce à la censure du gouvernement Barnier, on avait évité 4 milliards de taxes sur l'électricité, on avait évité la désindexation des retraites, on avait évité la désindexation des allocations sociales. En faisant blocage pour le moment à votre budget, on évite 19 milliards d'impôts. Voilà. Ça, c'est pas de la propagande, c'est pas des mensonges, avec comment dire, la collaboration d'un certain nombre de médias complaisants qui racontent absolument n'importe quoi. C'est la réalité. Les 180 milliards de dettes sur les 3 premiers trimestres de 2025, c'est la réalité. Donc il y a des choses qu'on arrive à bloquer, des mauvaises taxes, on en est fiers et on continuera à le faire, même si c'est pas assez. Et il y a des choses qu'on n'arrive pas à éviter, c'est que malheureusement vous nous laissiez pour le moment la place en fait. Merci beaucoup, monsieur le député. Donc je vais mettre aux voix cet article 1er. Il s'agit d'un scrutin public. Je vous demande de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 332, exprimé 298, majorité 150, pour 298, contre 0. L'Assemblée nationale a adopté. Article additionnel après l'article 1er, j'ai des amendements pouvant être soumis à une discussion commune. Le 5, monsieur Tanguy. Merci Madame la Présidente. C'est un amendement simple qui devrait s'imposer à tous. C'est limiter la hausse de notre contribution à l'Union européenne. Parce que si cette Assemblée se prenait au sérieux, si vraiment nous estimions que nous étions souverains, eh bien nous ne pourrions pas accepter que dans une loi spéciale, il y ait l'augmentation automatique de notre contribution, de ce tribut, de cette dîme à l'Union européenne. Donc Madame la Ministre, moi j'invite un peu à un examen de conscience. Vous nous dites depuis 3 mois que nous sommes souverains. Si vous acceptez que la contribution à l'Union européenne soit automatique alors que c'est une contribution à une autorité extérieure à notre souveraineté, eh bien en fait c'est un aveu déguisé ou avoué que nous ne sommes plus souverains. Et je crains malheureusement qu'aujourd'hui notre Parlement, avec Emmanuel Macron à la tête de la présidence de la République, ne soit plus totalement souverain, en tout cas, hélas, totalement soumis. Et nous le verrons aussi avec le Mercosur. Parce qu'en fait, on voit bien aujourd'hui, on ne fait que décaler les méfaits de votre politique. On est à peu près sûr que vous vous entendrez avec LR et les socialistes pour augmenter les impôts, les dépenses et le déficit. Et malheureusement, je crains pour nos agriculteurs que le Mercosur suive le même triste chemin. Merci, monsieur le député. Je vous indique que sur votre amendement, je suis saisie d'une demande de scrutin public que je vais annoncer dans l'enceinte de l'Assemblée. Et je donne la parole à monsieur de Courson pour l'amendement 18. Comme vous le savez, mes chers collègues, il y a 2 prélèvements sur recettes. Celui pour les collectivités territoriales, une petite somme de 45 milliards, qui est prévue dans l'article 2. Mais le deuxième prélèvement, c'est le prélèvement pour l'Union européenne,
n'est pas dans l'article 2. Donc ce que je vous propose, c'est de le compléter et de rappeler que soit on supprime l'article 2 et vous ne votez pas mon amendement, soit vous votez mon amendement et vous votez pour l'article 2. Voilà. Alors on nous dit que d'ailleurs que l'avis du Conseil d'État indique que dans sa rédaction initiale du projet de loi, on porterait de toute façon reconduction des prélèvements sur recettes. D'accord, mais ça vaut mieux en le disant. Merci, monsieur le député. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur général? Sur l'amendement de monsieur de Courson, je le renvoie au contenu de la loi spéciale tel que précisé dans le document du gouvernement. L'article 1er emporte la reconduction des prélèvements sur recettes mentionnés à l'article 6 de la LOLF, dont le prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne. Donc l'amendement de monsieur de Courson, j'ose dire, est superfétatoire et donc je donne un avis défavorable. Quant à celui de monsieur Tanguy, c'est un débat politique qu'il pose, qui est un vrai débat politique, mais qui n'a pas sa place dans la loi spéciale. Et d'une certaine manière, si nous adoptions l'amendement de M. Tanguy, eh bien nous serions en désaccord avec l'accord qui a été trouvé au niveau européen le 15 novembre, qui fixe le PSR à 28,4. Donc avis défavorable sur les deux. Merci, monsieur le rapporteur général. Monsieur le président. Oui, sur ces deux amendements. Alors il y en a un, j'ai compris que ce n'est pas tout à fait la même logique, mais je trouve qu'il est quand même paradoxal qu'on puisse voter, moi je m'en réjouis, je l'avais déclaré recevable, hein, sur l'amendement de Charles de Courson sur la réactualisation des recettes européennes et qu'on ne puisse pas le faire sur la réactualisation du barème d'impôt sur le revenu qui aurait permis de garder le même périmètre de contribuables concernés. Bon. Ça, c'est une chose. Maintenant, je m'opposerai par contre, même si j'ai déclaré recevable à l'amendement de Charles de Courson, parce qu'il serait paradoxal que la seule dépense qu'on actualiserait serait la dépense en faveur des recettes de l'Union européenne. Il y a quelque chose que je ne comprendrais pas en termes de logique. Et donc, pour la même raison, je crois qu'on peut considérer que l'amendement du Rassemblement national, lui, est satisfait, puisque pour l'instant, cette revalorisation n'est pas prévue dans le projet de loi spéciale. Merci, monsieur le président de commission. Madame la ministre. Oui, merci, madame la présidente. D'abord, un point de forme. Cette loi spéciale, pour être adoptée et donc promulguée dans les plus brefs délais, doit être votée conforme entre les deux chambres. Je l'indique, c'est que si les amendements sont votés ici à l'Assemblée et ne sont pas votés dans les mêmes termes au Sénat, il faudra faire une CMP et il faudra revenir voter probablement le 26 ou 27 décembre. Je l'indique pour rappeler l'importance de garder un texte conforme. Sinon, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une CMP. C'est un point de forme, je pense, utile à clarifier. Ensuite, il y a un point de fond. Et le point de fond, c'est que la loi spéciale ne s'appelle ni loi pour remettre en cause des engagements internationaux, ni loi pour sécuriser un engagement international parmi d'autres. Nous avons aussi des engagements internationaux vis-à-vis de l'ONU, vis-à-vis d'un certain nombre d'institutions internationales avec des montants qui peuvent augmenter. Je pense notamment à toute l'aide publique au développement, à tous les engagements multilatéraux. Et donc, il me semble qu'il est utile de nous en tenir à l'article 1, qui dit bien que les prélèvements sur recettes au profit, notamment de l'Union européenne, eh bien, sont effectivement possibles et d'ailleurs obligatoires pour que notre pays ne fasse pas de défaut. Mais je pense, monsieur Tanguy, que si nous souhaitons, pour l'année 2026, brider, au fond, le prélèvement sur recettes au montant que vous indiquez, c'est-à-dire ne pas tenir compte de l'accord qui a été trouvé entre pays et Parlement européen le 15 novembre dernier, eh bien, ça s'appelle une remise en cause d'un engagement, ça s'appelle donc faire défaut. Et je ne souhaite pas que ce projet de loi spécial soit un projet de loi spécial de défaut. Donc je suis défavorable à ces deux amendements pour des raisons différentes. Mais je rappelle juste que tous les amendements votés ici, s'ils n'étaient pas votés au Sénat, nous amèneraient à devoir nous retrouver bientôt. Je vous remercie. Merci, madame la ministre. Je vais mettre aux voix ces amendements. Donc le premier, c'est un scrutin public. Je vous demande de bien vouloir regagner vos places. Avis défavorable, commission, gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 308, exprimé 298, majorité 150, pour 86, contre 212. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. L'amendement suivant, c'est un vote à main levée, le 18 de M. de Courson. Double avis défavorable également. Commission gouvernement, qui est pour? Qui est contre?
Il est rejeté. Je vous indique que sur l'article 2 dans son ensemble et que sur l'amendement numéro 17, je suis saisie de demande de scrutin public que je fais annoncer dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et je donne la parole. Alors, ce sont les amendements qui, monsieur le rapporteur général. Donc, le 17. Il s'agit d'un amendement que M. Boulou va présenter et auquel je donne à l'avance un avis très favorable. Monsieur Boulou. Merci Madame la Présidente, Madame, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Cet amendement, je vais me permettre un peu de légèreté, il n'augmente ni le déficit, ni la dette, ni même le solde structurel. Il améliore simplement la syntaxe. Nous avons déjà suffisamment de débats sur la coordination des politiques budgétaires. Inutile d'y ajouter une coordination fautive entre qui et. Je propose donc une clarification à coût nul, rendement maximal et parfaitement compatible avec la trajectoire de nos finances publiques et surtout celle de notre grammaire. Je vous invite donc à adopter cet amendement rédactionnel pour la langue française. Merci. Donc, on considère que vous avez défendu le deuxième aussi, monsieur le député. Les deux. Madame la ministre. Est-ce que le rapporteur veut... Pardon. Je pense que le rapporteur est favorable puisqu'il en est signataire. Oui, favorable. Oui, je voulais donner un avis favorable pour ce compromis orthographique. Merci Madame la ministre. Je vais mettre aux voix ces deux amendements identiques. C'est un vote à scrutin public. Je vous demande de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Double avis favorable. Le scrutin est clos. Votant 341, exprimé 253, majorité 127 pour, 253 contre 0. L'Assemblée nationale a adopté. Je mets aux voix l'article 2 dans son ensemble. Scrutin public également. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 342, exprimé 308, majorité 155 pour, 308 contre 0. L'Assemblée nationale a adopté. Nous allons aborder l'examen de l'article 3. Je vous indique que je suis saisie d'un scrutin public que je fais annoncer dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et je donne la parole à monsieur De Courson pour l'amendement numéro 19. Oui, mes chers collègues, l'article 3 du projet de loi spécial a notamment pour objet d'autoriser le ministre chargé des Finances à recourir à l'emprunt pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie. Il n'est toutefois assorti d'aucune de la fixation ni de plafond de la variation nette de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à 1 an, ni de plafond des encours totaux respectifs des dettes autorisées pour chacun des deux budgets annexes du budget de l'État. De tels plafonds sont pourtant systématiquement précisés par les articles dits d'équilibre des lois de finances de l'année, si bien que leur fixation est consubstantielle de l'autorisation du recours à l'emprunt. Alors, pour l'information des collègues qui ne sont pas à la Commission des finances, le rapporteur général a reconnu qu'il y a un problème. Le problème, c'est à quel niveau il faut le fixer. Eh ben, je vous propose qu'on le fixe au niveau qui avait été fixé dans la loi de finances initiale, puisque en l'état actuel du texte, le gouvernement peut s'endetter sans limite. Voilà. C'est un petit amendement de principe, mes chers collègues, et joyeux Noël à tous. Merci, monsieur De Courson. Je vous indique que sur l'ensemble du projet de loi, je suis saisie d'une demande de scrutin public puisque la conférence des présidents a décidé qu'il serait procédé à un vote en la forme solennelle. Donc je le fais annoncer dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Sur cet amendement de monsieur De Courson, monsieur le rapporteur général. Madame la Présidente, non, je n'ai pas dit, monsieur De Courson, qu'il y avait un problème. J'ai simplement dit que votre amendement, ce qui ne me surprend pas venant de vous, était intellectuellement pur, mais techniquement absolument à rejeter. Parce que vous nous proposez de mettre un plafond à l'autorisation que nous donnons au gouvernement de lever l'emprunt, sauf que ce plafond, personne ici n'est capable de le définir. Donc nous n'allons pas fixer un plafond pour la beauté du geste, et je vous propose donc de rejeter l'amendement de monsieur De Courson. Merci, monsieur le rapporteur général. Monsieur le ministre. Merci, madame la présidente. Et comme c'est ma dernière prise de parole, en tout cas je l'espère, de l'année 2025, ça suppose évidemment que l'amendement orthographique du député Boulou soit adopté dans les mêmes termes au Sénat. On verra ça tout à l'heure.
et que, monsieur de Courson, vous acceptiez de me faire un joyeux cadeau de Noël en retirant votre amendement. Mais je tiens à vous remercier évidemment pour tout le travail qui a été effectué ces dernières semaines, ces derniers mois dans l'examen du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale, et pour la célérité avec laquelle vous avez examiné ce projet de loi spécial, bien examiné et vite examiné. Alors je vais vous rassurer, monsieur de Courson, on ne va pas rentrer dans l'année 2026 complètement dans le brouillard. Mais monsieur le rapporteur général a raison, vous le savez, dans un projet de loi spécial, il n'y a ni projection de recettes, ni projection de dépenses, et donc ni projection de déficit public, et donc ni projection d'émission de la dette. Donc votre amendement, il est effectivement techniquement, je dirais, inopérant, et je vous engage vraiment à le retirer. Pour autant, je vous rassure, nous aurons évidemment dans les décrets publiés à l'issue de la loi spéciale, un décret qui m'autorisera à lever la dette, et qui, dans son article 1, de manière, je dirais, indicative, fixera le plafond des émissions de l'année 2026 à 310 milliards d'euros, probablement. Et ce décret sera évidemment publié à l'issue de la promulgation de la loi spéciale et sera adapté, si besoin est, quand un projet de loi de finances sera adopté. Donc je vous suggère vraiment de le retirer. À défaut, ce sera un avis défavorable. Et j'en serais évidemment désolé de finir là-dessus, monsieur de Courson. Merci, monsieur le ministre. Monsieur de Courson. Ne soyez pas désolé, monsieur le ministre, puisque vous êtes engagé à ne pas percuter le plafond de 308 que j'avais à un epsilon près proposé. Je vais vous faire un beau cadeau de Noël. On va le retirer. Merci, monsieur de Courson. Donc nous allons pouvoir mettre aux voix l'article 3 dans son ensemble. C'est un scrutin public. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 350, exprimé 316, majorité 159 pour 315 contre 1. L'Assemblée nationale a adopté. Est-ce qu'il y a des explications de vote de la part des groupes sur le texte? Non, personne. Donc nous allons pouvoir mettre l'ensemble du texte aux voix. C'est un scrutin public. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 558, exprimé 496, majorité 249 pour 496 contre 0. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi spécial. Je vous remercie. Joyeuses fêtes à tous. Au revoir.